痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和は分からん。Wesh, canapèche, ça se prosse, et aujourd'hui au programme, on va reparler de duo. La semaine dernière, on a essayé de trouver les meilleures combinaisons de duo possibles dans l'univers de Naruto. On a déjà recréé des combinaisons d'équipes par le passé avec les équipes de Konoha. Et il est temps de continuer notre belle aventure avec les duos dans l'Akatsuki. Alors, comme vous le savez, l'Akatsuki est une organisation criminelle composée de ninjas renégats venus d'un petit peu partout dans le monde. L'objectif de cette organisation est de capturer l'intégralité des bijoux afin de réaliser l'ambition du chef. Donc soit créer une arme de destruction massive, soit utiliser un genjutsu capable d'apporter la paix dans le monde. Ça dépend évidemment de qui vous considérez être le véritable chef. Le plus important à retenir est qu'à un moment, les membres de l'Akatsuki vont être missionnés par des personnes tierces pour réaliser certaines missions dans un premier temps, puis capturer les bijoux par la suite. Sauf que pour partir en mission, le chef de l'Akatsuki exige des groupes de 2 ninjas. Vu le nombre de membres assez limité au sein de cette organisation, on se doute que 2 c'était la limite ultime. On a donc eu, à travers les différentes époques, plusieurs duos qui ont été formés. C'est pas forcément très clair, mais il semblerait que ce soit un conseil entre Obito, Nagato et Conan pour tirer un peu les ficelles de l'organisation. Nagato est le véritable chef, Conan sa conseillère, et Obito agit comme une sorte de conseiller. Bon après, petit aparté, je suis parfaitement conscient qu'Obito peut être vu comme le véritable chef du groupe au vu de ce qui s'est passé dans le manga, mais ça me semble plus correct de considérer Nagato comme le chef même s'il recevait les ordres directement d'Obito. J'ai plutôt la sensation qu'il agissait comme conseiller. Bref, dans tous les cas, ça change rien ici. Ce qui est important, c'est que le chef de l'Akatsuki a dû constituer des équipes en fonction des membres qui composaient le groupe. Il avait plusieurs membres et il a dû les placer dans une formation qui collerait le mieux à leur style et qui permettrait d'atteindre des résultats optimaux. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai balancé une explication sur l'intérêt de bien constituer un duo et je vais vous résumer ça en quelques phrases. 2 ninjas qui sont placés dans la même équipe vont, dans 90% des cas, être meilleurs qu'en individuel. Mais dans certains cas, le boost travail d'équipe entre guillemets va être plus ou moins élevé en fonction de l'harmonie des styles. Neji Tenten est un duo qui fonctionne parfaitement au vu de leur caractère, de leur style de combat complémentaire et au vu des stratégies possibles se basant sur la vision à 360 degrés de Neji et des armes de jet à distance de Tenten. Par contre, un duo Tenten-Kiba va être moins intéressant vu que les styles collent moins. Niveau personnalité, c'est bof et niveau style de combat, on n'est pas au niveau d'un Neji Tenten qui peuvent vraiment combiner leurs attaques. Du coup, l'idée est que plus les styles sont harmonieux, plus grand sera le boost travail d'équipe et plus grand sera le boost individuel. Genre Jiraiya est boosté par 3 quand il est en équipe avec les Sannin tellement leur style de combat s'adapte parfaitement à celui des autres. Le chef de l'Akatsuki a donc dû créer des groupes de ninjas en fonction de leur style, de leur personnalité et des potentielles capacités de ces derniers. Mais du coup, il est temps de juger ses choix. Dans cette vidéo, on va classer l'intégralité des duos de l'Akatsuki qu'on a eu dans le manga afin de voir qui a été le meilleur des groupes et qui a été le pire. Mais avant, plusieurs petites règles à établir. Tout d'abord, on se moque complètement de la puissance globale du groupe. Nous, ce qu'on veut, c'est voir quelle combinaison était la plus intéressante du point de vue militaire, du point de vue stratégique. On sait par exemple que Deidara et Sasori ne sont pas forcément le duo le plus puissant du groupe, mais est-ce que les mettre ensemble était une bonne idée? C'est ce qui nous intéresse ici. Obito est le plus puissant de l'Akatsuki selon moi, mais je vais pas forcément placer ses duos à lui en haut de la liste juste à cause de ça. On va vraiment juger de la formation plutôt que de la puissance du groupe. Ensuite, il se peut que certains ninjas aient eu plusieurs partenaires, donc on va citer tous les duos, même si certaines individualités comme Itachi seront plusieurs fois dans la liste. Et enfin, sachez que même si je vais faire un classement du pire au meilleur duo, ça veut pas dire que les duos du bas seront mauvais. C'est juste que ceux d'en haut sont largement plus efficaces, que ce soit niveau harmonie des styles de combat ou personnalité. Et oui, on a du boulot. Et puisque j'entends que vous êtes prêts à m'entendre placer Tenten comme leader de l'Akatsuki, on va pouvoir commencer. Alors, tout d'abord, dans la liste des duos les plus éclatés de l'histoire, nous avons ce cher Kakuzu accompagné de... Comment il s'appelle celui-là là, le mec qui a pas de nom là, tellement il est random là. Vous voyez, lui là, qu'on ne voit que dans l'animé, qui a le droit qu'à une case dans le databook. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter sur pourquoi ce duo est éclaté? Bah je vais le faire quand même. Il s'agit du 4e partenaire de Kakuzu et il a fini comme la quasi-intégralité de ses congénères, c'est-à-dire tué par Kakuzu lui-même. Alors, on ne sait rien sur ses capacités. L'anime nous montre un épéiste relativement baraque, mais rien d'autre. Tout au plus, on peut se dire que le chef de l'Akatsuki ne l'aurait pas recruté s'il n'était pas un minimum compétent, mais c'est un petit peu léger pour juger ses capacités. Mais voilà, les faits sont là, il n'a rien montré si ce n'est une sacrée infériorité à Kakuzu qui a des pulsions pas super saines. Kakuzu l'a éliminé et il a dit qu'il était trop lent pour esquiver. Et du coup, ça c'est assez important. Kakuzu se devait d'être avec un partenaire capable de gérer ses pulsions et Nagato lui a donné de la chair à canon. Ce duo ne pouvait pas travailler en harmonie, les deux ne pouvaient pas s'entendre et ce duo est probablement le moins bon de l'histoire du groupe. Bon, c'est un peu un placement archi consensuel dans le sens où ce duo évite de placer l'un de vos favoris tout en bas, mais bon, au moins il aura servi à quelque chose.
Oui, je sais, encore un duo un petit peu random, mais je peux pas faire autrement, c'est un duo qui existe. Du moins dans l'animé, mais on va dire que ça passe pour cette fois. Bref, tout comme le duo précédent, celui-là semble être un duo créé parce qu'il n'y avait pas d'autre option et je vais vous expliquer. Comme vous le savez, Itachi fait partie des ninjas les plus polyvalents du Naruverse tant il est compétent dans la quasi-intégralité des domaines. Que ce soit le ninjutsu, le taijutsu ou le genjutsu, c'est un maître que peu peuvent égaler. Son Mangekyou Sharingan lui permet d'anticiper avec précision les mouvements des ninjas ou des attaques les plus rapides, il possède une puissance d'attaque vraiment folle et des jutsu outrepassant la durabilité ennemie. En bref, Itachi sait tout faire et il est, à lui tout seul, adapté à énormément de situations. D'ailleurs, son caractère un petit peu facilitateur lui permettrait de s'entendre avec n'importe qui, genre sans forcément créer de tension, Deidara étant la seule exception. Du coup, comment ça se fait qu'en ayant Itachi dans le groupe, ce duo ne soit pas plus haut? En fait, c'est surtout parce qu'Itachi a l'endurance d'une mémé asthmatique qui vient de faire des pompes. Il peut être monstrueusement dangereux en attaque, être capable de tanker à peu près n'importe quoi en défense, mais sur une courte durée. Du coup, il lui fallait un partenaire capable de combler ses lacunes et Juzo n'a rien montré de tel. C'est un épéiste de Kiri dont le style de combat fait vaguement penser à celui de Zabuza. Vaguement. Zabuza. Personne? Tant pis. Il manie Kubikiri Bocho de la même façon que lui, et on se doute qu'il maîtrise les jutsu classiques de Kiri, genre le camouflage dans la brume, les clones à queue, etc. Sauf qu'en vérité, ça ne sert pas forcément le style Itachi. Qu'on soit d'accord, ça n'empêche pas Itachi d'utiliser son propre style, bien au contraire. Utiliser un clone à queue va forcément aider Itachi, mais le résultat va juste être de gagner du temps, le temps qu'Itachi puisse lancer une offensive. Mais comme Juzo n'a rien montré de réellement puissant, genre un véritable Suiton capable de retenir comme il faut ses adversaires, alors ce sera pas ultra efficace. Itachi peut couvrir Juzo avec ses techniques, mais la réciproque ne fonctionne pas de manière optimale. Il n'y a pas d'harmonie des styles et ça va surtout être à Itachi de s'adapter à son style de combat. D'ailleurs, une des techniques les plus efficaces en équipe est le camouflage dans la brume, mais comme Itachi ne pourrait pas percevoir l'ennemi non plus, ça minimise l'intérêt de cette stratégie. Le mieux qu'il pourrait faire en duo, c'est Juzo en première ligne et Itachi le couvre avec des shurikens et dès qu'il voit une ouverture, il utilise un genjutsu. Sauf que Juzo aura un rôle ultra lambda qui pourrait être pris par quasiment tout le monde. Même Kiba serait sans doute plus efficace en équipe. Niveau entente, Juzo et Itachi semblent s'entendre sans problème. Itachi le voit comme une sorte de mentor dans ce groupe et Juzo est plutôt chill avec lui. Je sais pas vraiment si on peut parler d'amitié, mais il s'agit au moins d'une bonne entente. Juzo est très droit envers l'Akatsuki, il a immédiatement accepté Itachi et il lui a montré les ficelles du groupe. Du coup, ça devrait aller. Donc globalement, ce duo n'est pas incroyable sur le plan tactique vu le manque de polyvalence de Juzo et son incapacité à combler les lacunes d'Itachi. Ils vont pouvoir utiliser des formations ultra classiques, mais rien de bien folichon. Par contre, ils vont vraiment travailler en équipe et ne pas se tirer dans les pattes, ce qui est un bon point, même si c'est pas assez pour considérer ce duo comme incroyable. Je dirais donc qu'il est moyen. Pas mauvais, mais moyen. Nani? Comment ça ce duo est si bas alors que c'était le groupe qui tirait les ficelles de l'Akatsuki? N'as-tu pas honte, jeune beau gosse qui fait les meilleures vidéos du monde? Bah déjà... merci. Mais non, aucune honte. Même si je reconnais les qualités de cette formation, le fait que Zetsu ne soit pas un combattant pose problème ici. Alors qu'on s'entende, je n'ai pas oublié les règles instaurées au tout début, c'est-à-dire qu'on ne juge pas la puissance mais plutôt l'efficacité de la formation. Sauf que Zetsu ne possède rien de bien folichon qui lui permettrait d'aider Obito au combat. Son truc à lui, c'est la récolte d'informations, l'espionnage, l'infiltration, tout ça. S'il s'agit d'une mission de ce type, le duo Obito-Zetsu serait probablement le plus efficace. Du coup, dans ce domaine précis, c'est-à-dire dans tous les dérivés de la récolte d'informations ou de l'infiltration, ce duo serait le meilleur. Obito peut se téléporter et contrôler l'esprit des gens, tandis que Zetsu peut s'infiltrer partout, se fondre dans le décor et créer des doubles des gens qu'il voit. Mais la partie combat, c'est plus complexe. Zetsu n'est pas un combattant, c'est pas son style. Du coup, dans un affrontement, lui va juste être capable de faire quelques diversions par-ci par-là, mais il va jamais vraiment capitaliser. Ou alors faudrait vraiment un adversaire assez lambda. Obito devrait donc gérer le ou les adversaires à lui tout seul et avoir un soutien de temps en temps et de façon très minime. Et je compte pas l'armée de Zetsu, c'est vraiment le personnage de Zetsu composé à moitié du Zetsu blanc et du Zetsu noir. Il n'y a donc aucune symbiose niveau combat, mais il y a une complémentarité de zinzin de l'espace niveau infiltration, récolte d'informations, etc. Niveau entente, Obito et Zetsu collaborent pour le projet Œil de la Lune, donc les mettre ensemble est presque logique. Ils s'écoutent, se respectent, se supportent et aucune tension ne peut naître entre eux. Donc ouais, les deux sont assez bons ensemble, mais comme Zetsu n'est pas un combattant, ça fait que ce duo n'est pas adapté dans toutes les situations possibles, d'où sa place relativement basse. Bon, celui-là est un petit peu obvious, même si je sais que beaucoup l'auraient placé beaucoup plus haut. Deidara et Sasori représentent le duo d'artistes de l'Akatsuki et ils ont un style de combat presque similaire. Je dis ça surtout parce qu'ils ont tendance à spammer leur adversaire à distance sans réellement foncer au corps à corps, sauf cas exceptionnel. Du coup, ils se concentrent majoritairement sur une attaque difficile à esquiver et sur une défense difficile à outrepasser. Deidara a tendance à créer plein de mondes d'argile et les lancer depuis son dragon volant. Ça a fait qu'il peut maintenir une distance plutôt correcte entre l'adversaire et lui et le spammer sans que ce dernier ne puisse répliquer. Sasori, quant à lui, utilise ses marionnettes pour tenir l'adversaire à distance. Ces
marionnettes ne sont pas très fortes individuellement, mais jouent sur le nombre complètement abusé pour mettre une pression folle à l'adversaire. Du coup, vous allez me dire que ces deux-là sont assez chauds à affronter en équipe vu que les deux vont jouer sur la distance. Réduire la distance face à deux adversaires, ça va être un enfer, donc ils sont plutôt bien adaptés pour ça. Eh bien... non. Leur style de combat n'est pas ultra pratique en duo. En fait, les bombes de Deidara vont exploser sur le terrain. Sauf que les marionnettes de Sasori vont, logiquement, se trouver aux alentours de l'adversaire pour le maintenir à distance. Mais si les bombes de Deidara explosent, les marionnettes vont subir le souffle des explosions et se faire balayer, ou tout simplement abîmer. C'est ça le gros problème des explosions Deidara, c'est que ça ne fait pas dans la dentelle. Donc si Sasori garde ses marionnettes près de lui, elles seront safe. Mais dans ce cas-là, pas de travail d'équipe et Deidara va devoir gérer tout seul. Et s'il attaque à distance avec sa limaille de fer, les bombes pourraient se faire toucher et elles vont exploser prématurément comme les fantômes kamikazes de Gotenks. Les deux possèdent trop d'attaques de zone et trop peu d'attaques plus concentrées. Ça fait que si une attaque s'enclenche, ça risquerait d'handicaper son partenaire. Et au vu de leur entente relativement explosive, ça peut être l'étincelle qui allumera le Necfeu. Niveau entente, Deidara et Sasori ont une opinion divergente concernant l'art. Deidara clame que l'art tire sa beauté de son côté éphémère, là où Sasori considère que l'art tire sa beauté dans la permanence. Du coup, ils peuvent se déconcentrer complètement de la situation pour débattre et ne même pas réussir à trouver un terrain d'entente. Au mieux, on peut dire que les deux se respectent beaucoup pour leur capacité et leur engagement dans leur art, mais on ne peut pas non plus les considérer comme amis ou même simplement camarades. Après, c'est pas forcément un mauvais duo. Oui, le côté travail à distance peut poser problème si les deux attaquent en même temps, mais s'ils arrivent à établir une formation, alors l'un pourrait couvrir l'autre pendant qu'il attaque. Ce serait une stratégie ultra lambda, mais qui pourrait s'avérer efficace si elle est bien exécutée. Après, je comprends pourquoi les deux ont été mis ensemble, mais c'est pas parce que les deux partagent une passion commune qu'ils vont s'entendre, bien au contraire. Ils sont si passionnés qu'entendre une opinion divergente est difficile et peut provoquer des tensions inutiles, ce qui justifie cette place dans notre classement. Ouais, je sais. Ce duo est probablement le seul qui est constitué de deux véritables potes. Nagato et Conan sont des amis d'enfance et ils seraient clairement prêts à mourir l'un pour l'autre. Surtout Conan. Et c'est difficile de ne pas être adapté pour se battre avec Pain vu que c'est l'un des ninjas les plus polyvalents du Naruverse. Peu importe le style de combat de son partenaire, il ne pourra être que sublimé par Pain qui sera capable de le défendre, de tirer pleinement maximum de ses capacités et de créer des combinaisons de pouvoir vraiment pratiques. Et très honnêtement, Conan également est relativement polyvalente. Elle peut voler, se rendre invulnérable face aux attaques physiques et elle peut se disperser pour attaquer à différents endroits via ses parchemins explosifs. Ceci dit, ce groupe n'est pas parfait, ce qui justifie qu'il ne peut pas être plus haut. En termes de possibilités, les explosifs de Conan pourraient blesser les différents corps de Pain si elle les utilise mal. Et le problème, c'est que les corps de Pain seront quasiment toujours sur le terrain vu que leur style de combat est de mettre la pression à l'adversaire via les différents pouvoirs du Rinnegan. Le but de Conan va surtout être d'ajouter une défense supplémentaire au corps de Pain, genre Jigokudo, afin de s'assurer que le soigneur du groupe survive. Et vu sa capacité à mouvoir ses papiers, elle pourrait sans doute récupérer à distance les corps tombés au combat pour les faire soigner. Pain, lui, ne va pas énormément profiter de la présence de Conan, mais ça va rajouter une défense supplémentaire et dans certains cas, une attaque de plus. Toujours plus de défense ou toujours plus de pression, ça ne peut être que positif pour Pain. Et dans le cas de Conan, elle sera avec un partenaire capable de la protéger de quasi tout, vu que pour atteindre Conan, il faudrait passer les 6 corps de Pain, et ça, c'est pas facile. Du coup, que ce soit du côté de Pain ou de Conan, il y aura une certaine alchimie. Peut-être pas une alchimie totale, mais une alchimie quand même. Niveau caractère, comme je l'ai dit, on est devant le seul véritable duo dans lequel les membres seront amis, donc l'entente sera juste parfaite. Mais il y a quand même un petit détail qui peut poser problème ici. En fait, Conan a tendance à écouter Nagato qui aura une aura de chef. Dans la conscience collective, le leader des deux, c'est Nagato, et c'est lui qui prend les décisions. Du coup, j'ai peur que Conan soit un petit peu en retrait des décisions et laisse Nagato gérer l'intégralité des plans. Non pas que Pain n'a pas les épaules pour ça, mais j'ai cette sensation que cette formation le favoriserait surtout lui plutôt que Conan qui va simplement récupérer les miettes de ce duo. Son seul but à elle va être le soutien de Pain et elle ne va pas être boostée par cette formation, elle sera juste là pour le protéger. Donc ça va avantager Pain et un petit peu moins Conan. Oui, ça semble sévère dit comme ça, mais à un moment, on va falloir pinailler sur certains duos, sinon on va pas s'en sortir. Surtout que les suivants sont des duos exceptionnels. Bref, la suite. Ah bah voilà un véritable groupe qui ne paraît pas bon sur le papier, qui ne paraît pas bon dans la conscience collective, mais qui est véritablement monstrueux. En fait, on se rend compte assez vite que dans le style de combat, Orochimaru et Sasori sont ultra bien taillés pour être ensemble. Déjà parce qu'Orochimaru ne peut pas tenter de prendre le corps de Sasori vu que c'est un corps de marionnette qui peut basculer son esprit ailleurs rapidement. Rien que là, on éradique l'une des principales menaces avec Orochimaru. Mais aussi, le style de Sasori colle parfaitement avec celui d'Orochimaru. L'un des dangers chez Sasori, c'est le poison. Il peut couvrir une zone assez large de poison, ce qui est assez efficace en solo. L'adversaire a de grandes chances d'inhaler
inhaler ce poison, il va finir dans un état catastrophique. En temps normal, le poison n'est pas très adapté en groupe vu que ça peut toucher son partenaire et en faire une victime subséquente. Sauf que là, son partenaire c'est Orochimaru. Orochimaru est lui-même un expert en poison de serpent, donc son corps est naturellement apte à y résister. Quand Sakura a empoisonné son kunai pour tuer Sasuke, Kakashi lui a dit qu'Orochimaru a boosté ses résistances dans le domaine. Je ne dis pas que Sakura a forcément utilisé le poison de Sasori ici, mais vu qu'elle le connaît quand même pas mal, je pense qu'on peut affirmer qu'elle en a créé un relativement efficace. Et si Sasuke peut y résister, imaginez Orochimaru. Donc Sasori pourrait lancer son poison sans risque puisque son partenaire pourrait bouger à travers sans aucune pression. Mais c'est pas tout. Sasori peut également utiliser la limaille de fer qui peut transpercer à peu près n'importe quoi et qui est elle-même chargée en poison. Ça fait que non seulement ça peut blesser mortellement, mais ça peut aussi empoisonner pour finir le boulot. Et Orochimaru, dans un corps à moitié en train de lâcher, a pu littéralement se faire couper en deux et se rattacher son corps tout seul. Niveau durabilité, Orochimaru pourrait foncer sur le champ de bataille et se prendre les attaques de Sasori sans aucune pression. Du coup, Sasori peut spammer son adversaire à distance pendant qu'Orochimaru fonce au corps à corps. Sasori attaquerait avec des techniques de zone et il pourrait ne pas s'occuper d'Orochimaru qui serait capable de subir ses offensives. Et croyez-moi, rares sont ceux capables de gérer les attaques de Sasori aussi bien qu'Orochimaru. Donc les mettre ensemble empêcheront Orochimaru de mourir si Sasori ne se retenait pas, donc c'est un sacré argument ici. Et vu la polyvalence d'Orochimaru, il pourrait adopter un petit peu tous les styles de combat en fonction de l'adversaire, renforcer le poison, attaquer au corps à corps, à distance, sous terre, bref, rien ne lui serait impossible. Niveau personnalité, les deux collaient plutôt bien ensemble de base. Ils avaient tous les deux la motivation d'obtenir un corps échappant aux méfaits du temps et ils voulaient prolonger indéfiniment leur durée de vie. C'était des renégats, ils le savaient et ils étaient professionnels dans leur façon de faire. Du moins, aucun problème n'a été évoqué entre les deux de base. Par contre, c'est au moment où Orochimaru a quitté le groupe que Sasori a commencé à poursuivre une vendetta personnelle contre lui. Dès lors, Sasori a fait d'Orochimaru son ennemi public numéro 1 au point de placer Kabuto, donc son homme de main, dans un genjutsu. Du coup, leur personnalité et leur style de combat collaient plutôt bien quand ils étaient en groupe et le chef de l'Akatsuki a vraiment été malin sur ce coup-là selon moi. Les tensions post-partenariat ne seront pas comptées ici, mais je me devais de le préciser. Et d'ailleurs, no joke, au tout début de l'écriture de cette vidéo, j'ai placé ce duo tout en bas avant de me rendre compte à quel point il était monstrueux. Comme quoi, avoir des a priori, c'est mal. Vient ensuite non seulement l'un des duos les plus appréciés, mais également l'un des immenses favoris au titre de meilleure équipe, j'ai nommé Itachi et Kisame. Alors, Itachi et Kisame, c'est une équipe qui fonctionne vraiment bien sur absolument tous les points, et au moment où j'ai écrit cette vidéo, je pensais que ça allait être le meilleur des duos. Donc encore une fois, n'ayez pas d'a priori. Au tout début de cette vidéo, j'ai indiqué qu'Itachi pouvait occuper absolument tous les postes tant il est compétent dans tous les domaines. Son seul véritable défaut réside dans son manque d'endurance. Du moins, ses techniques du Mangekyou Sharingan consomment tellement de chakra que sa réserve n'arrive pas à suivre longtemps. Du coup, il fallait le placer dans une équipe avec un ninja capable de le couvrir et dont les ressources sont colossales. Et on va pas se le cacher, Kisame est probablement le ninja avec les ressources les plus colossales de l'Akatsuki avec Pain. Il pourrait couvrir Itachi de bien des façons. Par exemple, la solution la plus évidente, il pourrait utiliser un Suiton de très grande envergure afin de temporiser le temps de laisser Itachi préparer l'attaque finale. Genre il balance ses 1000 requins et l'adversaire sera obligé de gérer d'abord cette attaque avant d'aller gérer Itachi et Kisame. Et pendant ce temps-là, Itachi pourrait préparer le terrain. Bon après je vais pas forcément citer toutes les possibilités vu que ça risque de se répéter. Kisame va balancer des attaques colossalement larges et puissantes, ce qui forcera l'adversaire à perdre Itachi des yeux quelques instants. Et s'il le fait, il risque sa peau vu que les techniques d'Itachi peuvent clairement one-shot. Le plus important à noter est que Kisame possède des capacités lui permettant de gérer à lui seul un adversaire, et dans le cas où il ne serait pas assez fort, il pourrait le retenir. Et on va pas se le cacher, il reste relativement rare les ninjas capables de gérer les capacités de Kisame. Les 1000 requins, le Daikodan, la grande bulle d'eau, les prisons aqueuses, etc. Ça vous voyez, ce sont des capacités très difficiles à gérer, et Guy n'a pu le faire que pour deux raisons. Déjà parce que cet homme est archi beau gosse, oui, mais aussi parce que son style de combat annule les capacités de Kisame. Genre, Guy est le contre ultime de Kisame. C'est comme quand vous vous doutiez que vous alliez rater votre année en 2019. Bim, le confinement, félicitations, vous avez votre année. Guy, c'est le confinement ici. Bref, Itachi et Kisame ne vont pas forcément pouvoir combiner leurs attaques, mais l'un va servir de combustible pour l'autre qui sera l'explosion. Le mieux qu'on puisse faire pour Itachi, c'est le mettre en équipe avec quelqu'un apte à gérer la partie endurance, tandis que lui gérera la partie one-shot. Par contre, Kisame pourrait même avoir un autre intérêt. On sait que Sameada, l'épée de Kisame, est capable d'absorber le chakra et est capable de le redistribuer ailleurs. Dans le manga, elle a rendu le chakra à Bi qui était complètement vidé parce qu'elle aime son chakra de bijou. Du coup, il existe un monde où Kisame peut transmettre du chakra à Itachi via ce procédé. Ça nécessiterait que Sameada coopère vu qu'elle semble avoir sa propre conscience, mais je me dis qu'elle ne s'est jamais rebellée contre Kisame en dehors de son combat face à Bi. Du coup, elle apprécie sûrement tellement son chakra qu'elle lui obéit. Et si c'est le cas, Itachi pourra avoir accès à une source quasi infinie de chakra vu que ce sera le chakra de l'adversaire ou celui de Kisame. Ça ne reste que spéculation, mais ça ne me semble pas forcément illogique. Sinon, niveau caractère, on est sur un duo qui se respecte au plus haut point. Là encore, peut-être que les deux ne se voient pas comme des amis, mais on ne peut pas nier qu'il y a un certain attachement entre les deux. Avant de mourir, Kisame a directement pensé à Itachi et il n'était pas d'humeur à parler à Tobi juste après sa mort, alors que Kisame apprécie
aussi Tobi. Quant à Itachi, il semblait se préoccuper de la mort de Kisame quand il l'a appris. Les deux s'entendaient super bien, il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre, et je pense que niveau caractère, Kisame et Itachi ne pouvaient pas tomber sur mieux. Oh et puis vous savez quoi, je change d'avis. Selon moi, les deux se considéraient vraiment comme des potes. Chacune de leurs interactions tendait à prouver que les deux s'appréciaient vraiment, et je doute qu'Itachi ou Kisame n'auraient pas tout fait pour sauver l'autre au besoin. Si Itachi ou Kisame avaient eu un problème personnel, l'autre l'aurait aidé, soutenu et accompagné. J'en suis persuadé. Donc les deux allaient vraiment super bien ensemble et méritaient presque le titre de meilleur duo. Et oui, je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont oublié, mais Deidara a temporairement fait équipe avec Tobi. Et maintenant que je viens de vous rappeler ce duo, vous vous souvenez à quel point il est incroyable. Deidara-Tobi, c'était un duo de méchants digne de Jujutsu Kaisen, c'est-à-dire qui ne se prend pas au sérieux, mais qui le fait sérieusement. Deidara et son caractère explosif qui s'en prend à Tobi et son attitude de collégien. Le senpai et le rookie, queue de cheval et masque orange. Vraiment, celui qui a eu l'idée de les mettre ensemble était un génie. Non seulement leur caractère colle super bien ensemble, mais ça fonctionne également niveau capacité. Comme évoqué un petit peu plus haut, Deidara a tendance à spammer ses adversaires de bombes dont la puissance et la portée varient. Sauf qu'en équipe, c'est assez difficilement utilisable vu que le partenaire de Deidara peut subir les explosions, ce qui fait qu'il pourrait être une victime collatérale de l'attaque. Sauf que Tobi, en utilisant le Kamui, est complètement immunisé face aux explosions. Du coup, peu importe le type d'explosion, Tobi pourra se promener sans pression sur le champ de bataille infesté de bombes, de mines, etc. Et il pourra choper son adversaire pour le colboclo. Deidara va contrôler les airs et il sera quasi impossible à toucher au vu de son style de combat. Pendant que ce dernier va spammer son adversaire de bombes, Tobi pourrait juste toucher son adversaire en sortant du sol, de derrière son dos ou autre, et ce serait la fin. D'autant plus que Tobi est archi dur à toucher lui-même à cause du Kamui. Mais bon, ça c'était individuellement. En équipe, les deux pourraient tellement profiter du style de l'autre. Dans le manga, on a vu Tobi placer des mines de Deidara sous terre. Dès lors, Deidara était dans le ciel à le spammer de bombes pendant que les mines sous terre explosaient. C'était inesquivable et c'est rendu possible en plein combat par les facultés de Tobi. Et si Deidara spamme son adversaire, il sera tellement sous pression de tous les côtés que Tobi aura juste à profiter d'un moment d'inattention pour Kamui son adversaire et fin du match, peu importe la défense. Imaginez juste Deidara qui utilise sa bombe C3 capable de raser un village entier. L'adversaire sera obligé de bloquer l'attaque vu que fuir semble impossible sauf avec une technique spatio-temporelle. Et bien dites-vous que pendant que l'explosion agit ou juste après, Tobi pourrait juste aller choper l'adversaire depuis le sol et l'aspirer dans sa dimension. C'est quasi imparable. En plus, Tobi pourrait stocker une grande quantité d'argile pour que Deidara ne soit jamais en manque comme face à Gaara. Du coup, Deidara n'est pas prêt de manquer de ressources pour mettre la pression à ses adversaires pendant que Tobi, lui, pourra en profiter pour capitaliser. Niveau entente, même si les deux se chamaillent beaucoup ou ils s'apprécient un petit peu, Tobi voulait absolument être ami avec et Deidara se sentait un petit peu coupable d'éliminer Tobi via son explosion. D'ailleurs, il l'a même prévenu de bouger rapidement des explosions pour éviter d'y passer, donc c'est qu'il se préoccupe un petit peu de lui. Je pense que c'est surtout dû au fait que Tobi est capable de détendre l'atmosphère et que Deidara a également un caractère extravagant. Les deux sont faits pour s'entendre, mais Deidara a quand même un sale caractère qui fait que les deux ne pouvaient pas être amis. Au mieux, ils s'appréciaient, mais sans plus. Et oui, je sais qu'Obito n'en avait rien à faire de Deidara, mais sa version Tobi était différente et c'est celle qui est jugée ici. Du coup, ce duo est ultra bien ficelé. La seule raison pour laquelle je ne l'ai pas placé tout en haut du classement, c'est que Deidara ne connaissait pas réellement les pouvoirs de Tobi, donc les deux ne pouvaient pas réellement profiter des formations possibles. Ils auraient pu tirer parti du Kamui de Tobi pour laisser Deidara utiliser des bombes de zone pendant que Tobi, lui, file à travers le champ de mine pour toucher l'adversaire qui sera trop occupé avec les 1001 explosions sur le terrain. Mais comme Deidara ne le savait pas, il devait s'auto-réguler pour ne pas faire sauter Tobi. C'est vraiment la seule limite à ce duo qui avait absolument toutes les cartes en main pour devenir le duo le plus fumé de cette organisation. D'ailleurs, si vous considérez ce duo comme le meilleur, je le comprendrai. Mais selon moi, un seul duo a ce qu'il faut pour surpasser l'harmonie de celui-ci. Et il s'agit, évidemment, de... Et oui, vous les attendiez tous, le duo d'immortels, Hidan et Kakuzu. Alors, ce duo triche un petit peu vu que c'est le seul duo véritablement gimmick. Un duo gimmick est un duo composé de personnages qui ont une particularité très prononcée. Ici, c'est l'immortalité et ils basent leur style de combat et de personnalité là-dessus. Du coup, ne serait-ce que dans la narration, les placer ensemble a été une bonne idée. Pour rappel, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, Kakuzu a éliminé 4 partenaires parce qu'il est considéré comme trop faible. Sauf que l'avantage d'Hidan, c'est qu'il aura beau se faire attaquer, il pourra pas mourir, donc Kakuzu ne pourra pas s'en débarrasser. Mais outre le fait qu'Hidan annule les pulsions meurtrières de Kakuzu, ce duo est une pépite en termes de compétences et niveau relationnel. Niveau compétences, Hidan se bat exclusivement au corps à corps sans s'inquiéter de sa défense vu qu'il ne peut pas mourir. Dès lors qu'il récupère le sang de sa victime, c'est fini. Kakuzu, quant à lui, est plus polyvalent vu qu'il peut utiliser tous les éléments, il peut se battre au corps à corps, à distance, il ne semble pas avoir de grosses lacunes. Et ces deux styles de combat s'emboîtent parfaitement. L'un des principaux problèmes d'Hidan, c'est son côté tête brûlée. Bah oui, il est immortel, donc il ne se soucie pas des dégâts qu'il subit vu que ça ne va rien lui faire. Alors que Kakuzu, quant à lui, est beaucoup plus posé et réfléchi, donc ça va compenser un petit peu. Et à contrario, l'un des défauts de Kakuzu en équipe est la portée colossale
paradoxal de ses attaques et son manque de considération pour ses partenaires. Si vous êtes le partenaire de Kakuzu, il y a de grandes chances que vous finissiez toasté au bout des 2 premières minutes de combat. Mais dans le cas d'Hidan, ça n'arrivera pas. Du coup, Kakuzu peut clairement attaquer son adversaire sans se préoccuper du bien-être d'Hidan vu qu'il ne peut pas mourir, et ça peut être utile pour des combinaisons. Genre, Hidan attaque au corps à corps. L'adversaire aura la pression de se faire toucher par Hidan vu que se faire toucher est synonyme de mort. Et pendant ce temps-là, Kakuzu peut utiliser une attaque de zone et prendre Hidan et son adversaire en même temps. Hidan lui va survivre, mais j'en suis pas aussi convaincu pour son adversaire. D'ailleurs, même si Hidan est immortel, il peut être rendu inoffensif si on lui tranche la tête ou même si on lui coupe les bras et les jambes. Eh bien, Kakuzu possède justement les capacités de le recoudre presque instantanément. Parce qu'en 1v1, décapiter Hidan est globalement l'une des seules solutions pour le vaincre. Mais lorsqu'Hidan est en duo avec Kakuzu, même ça c'est pas suffisant. Kakuzu va venir combler le manque de stratégie d'Hidan, son caractère tête brûlée, son manque de polyvalence et va pouvoir le soigner au besoin. A l'inverse, Hidan va permettre à Kakuzu de ne pas se retenir, va servir d'appât pour ses attaques de zone et va offrir une capacité qui outrepasse la durabilité ennemie. Les deux possèdent le style le plus complémentaire parmi tous les duos de l'Akatsuki et c'est comme s'ils avaient été créés pour se battre ensemble. Bon après on va pas se le cacher, c'est sûrement le cas. Niveau caractère, on peut se dire qu'ils sont tout feu tout flamme, mais en vérité c'est pas vraiment le cas. J'insiste bien sur le vraiment. En fait, Hidan et Kakuzu ne se haïssent pas tant que ça. Certes, Kakuzu a un très mauvais caractère et Hidan a tendance à forcer avec ses rituels, mais le fait que les deux continuent de collaborer est assez révélateur. Kakuzu connaît le point faible d'Hidan, donc la décapitation. S'il le voulait vraiment, il l'éliminerait. Mais Kakuzu, c'est vraiment des pulsions qui font agir de la sorte. Dès qu'il s'énerve un petit peu trop, il attaque. Mais comme Hidan peut subir les attaques sans risque, alors il n'y a pas mort d'homme pour lui. Il accepte ce trait de personnalité chez son partenaire. Et à l'inverse, Kakuzu a énormément de patience avec Hidan et ses rituels qui prennent des plombes. En temps normal, il exterminerait la personne qui lui fait ce genre de choses, mais comme Hidan est immortel, ça limite ses pulsions. D'ailleurs, le caractère débile d'Hidan ne le dérange presque pas. Au pire, ça l'exaspère temporairement, mais ça reste très bon enfant. Et le fait que ce soit bon enfant avec un personnage comme Kakuzu en dit long sur le type de relation qu'ils entretiennent. Ils ne sont pas potes, mais je suis presque sûr qu'Hidan aimerait beaucoup. Et Kakuzu doit être au maximum niveau gentillesse, genre comme quand il a gentiment ramassé le bandeau d'Hidan. Donc ils ne sont pas potes, mais ils sont plus proches des amis que des ennemis. Et clairement, Hidan est peut-être le petit grain de bonne humeur qu'il fallait à Kakuzu pour ne pas devenir complètement psychopathe. Là aussi, j'insiste beaucoup sur le complètement. Du coup, que ce soit dans les compétences ou niveau entente, ces deux-là sont faits pour être ensemble. Hidan et Kakuzu ne pouvaient pas rêver d'un meilleur partenaire qui soit autant capable de compléter le style de l'autre. Bon, après, ça reste un duo à gimmick, genre Ino Shikasho est un excellent trio à cause de ça. Mais ça n'empêche que parmi les duos de l'Akatsuki, celui-ci est le mieux composé et leur seule véritable limite, c'est le manque de puissance globale. Itachi, Pain et Obito pourraient les vaincre en 2v1 uniquement à cause de leur manque de puissance globale, mais niveau harmonie des styles, personne peut les tester. Et ça, c'était le mot de la fin. Mais voilà, cette vidéo est terminée. Ça me fait un petit peu plaisir, j'avoue que le duo le plus faible soit finalement le mieux composé. Ça redore un petit peu leur blason. Mais selon vous, quel duo était le meilleur et quel duo était le pire? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois pour une vidéo. Oui, j'ai décidé de faire une vidéo. Désolé du spoil.